39-45, une page de l'histoire européenne qui reste toujours très vive. Au début des années 2000, une virulente polémique sur le rôle du mouvement breton pendant la guerre 39-45 trouva écho dans la presse bretonne et parisienne et amena les historiens à s'engager sur la place publique. La Bretagne résista très tôt face à l'occupation allemande. Quelques 30 000 combattants participeront même à l'effort de libération. Pourtant, des mouvements ou des personnes qui rêvaient de l'indépendance de leur terre se sont fourvoyés dans les pires compromissions avec les nazis. Quelques centaines de militants ont fait un choix idéologique avoué, d'autres ont suivi lâchement, imaginant que l'idéal de la cause bretonne valait bien de fermer les yeux sur les horreurs et les souffrances qui se dessinaient autour d'eux. Flandre, Slovaquie, Croatie, Alsace, partout et bien évidemment en Bretagne, les erreurs du passé ne peuvent servir de leçon que lorsque l'on sait les regarder en face, même si cela peut se révéler difficile. Pour comprendre l'histoire du mouvement breton pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut remonter à la création du journal Breizh Atao, Bretagne toujours, en 1919 par des jeunes militants, dont deux d'entre eux, Ollier Mordrel et Française de Beauvais, qui vont marquer cette histoire. Ces jeunes gens très frappés par le nombre des morts bretons à la guerre, par le fait qu'il y a une espèce de distorsion entre le patriotisme que les Bretons ont manifesté d'un côté, et d'autre part, le fait que le gouvernement français ne se montre pas plus compréhensif que dans le passé d'avant-guerre par rapport aux attentes de la société bretonne. Attentes en matière culturelle, notamment en matière d'enseignement de la langue, ou attentes en matière de modernisation économique du pays. Dans les années 20, ces militants sont d'origine et d'idéologie très diversifiées. Ça peut aller du régionalisme, mais un régionalisme qui veut vraiment faire quelque chose, jusqu'à un séparatisme, c'est-à-dire un indépendantisme, en passant par le fédéralisme et toutes les nuances qu'on peut imaginer. En 1927, les militants fondent le Parti autonomiste breton avec comme slogan « Ni rouge, ni blanc, breton d'abord ». Très rapidement, deux tendances s'affrontent, les fédéralistes et les nationalistes. En 1931, le parti éclate. Les fédéralistes fondent la Ligue fédéraliste de Bretagne, située à gauche et qui disparaîtra à la fin des années 30. De l'autre côté, les nationalistes, emmenés par Mordrel et de Beauvais, lancent le Parti national breton, PNB, en réaffirmant sa volonté de créer un État breton. Le PNB reste le seul parti politique. Même s'il ne représente pas toutes les tendances du mouvement breton, il apparaît comme son porte-parole exclusif. Ce mouvement nationaliste, PNB, se radicalise de plusieurs façons. D'abord dans les méthodes, dans la mesure où il accepte d'intégrer des éléments qu'on appellerait aujourd'hui activistes. En particulier le groupe qui, en 1932, avec Célestin Lenné, a dynamité le monument de l'hôtel de ville de Rennes à l'occasion du 4e centenaire de l'Union de la Bretagne à la France. L'explosion du monument de l'Union de la Bretagne à la France, ça a valu 10 ans d'action bretonne. Ça a réveillé un tas de Bretons, même qui, eux, n'étaient pas concernés par la question bretonne, des paysans même, qui disaient « Ah ben c'est bien fait, on n'avait pas été à genoux devant la France, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» etc. Et ça a réveillé, ça a été un réveil. Hein. Et là, Lenné a fait une œuvre considérable, hein, alors qu'il n'était pas connu. À la fin des années 30, le PNB adopte une idéologie fascisante. C'est une dérive tout au long des années 30, mais avec la puissance intellectuelle et militante d'un homme comme Ollier Mordrel. C'est surtout Ollier Mordrel quand même qui est vraiment le mauvais génie de l'Emsao, parce que c'est lui
il était architecte à Quimper, socialement c'était quelqu'un d'établi. Seulement c'était un vrai fasciste d'esprit, un vrai fasciste d'idéologie. Et lui, il ne concevait finalement cette Bretagne que dans le cadre d'une Europe nordique dont les contours étaient dessinés ailleurs qu'à Rennes, ailleurs qu'à Nantes et ailleurs qu'à Quimper. Et c'est lui essentiellement quand même qui a tiré le mouvement breton vers cet extrémisme. Et d'ailleurs, il l'est attiré parce qu'il y a aussi des agents allemands qui arrivent. On les connaît assez rapidement. On connaît Gerhard von Thevenar, par exemple, qui était un agent de l'Abwehr, ça c'est clair, donc des services allemands, et qui vient dès 1934 rendre visite à Ollier Mordrel dans son cabinet d'architecte à Quimper, et donc qui, je dirais, l'initie un petit peu aux théories raciales d'outre-Rhin. À cette époque, les sirènes du fascisme séduisent dans beaucoup de capitales européennes, mais aussi au sein des mouvements des minorités nationales. Il y a des échanges, des rencontres, il y a la visite de Jan Goulet, qui est un jeune homme, mais qui fera beaucoup parler de lui, à Berlin, à l'occasion des Jeux Olympiques. Et Jan Goulet sera admiratif devant les parades de type hitlérien des universitaires allemands, qui sont des spécialistes du monde celtique, essaient de convaincre les Bretons que finalement ils sont d'une race différente, plus proche des Germains qu'ils ne le sont des populations méditerranéennes. D'où le développement d'une idée qu'il y a des Européens du Nord qui sont bien meilleurs que les Européens du Sud. En 1938-39, il y a des appuis, en dehors des appuis financiers et de l'appui idéologique, il y a des envois d'armes. Alors, on connaît en particulier un débarquement d'armes sur les côtes bretonnes, des armes allemandes passées via l'Irlande. Le gouvernement Daladier radicalise, lui, son attitude à l'égard de tous ceux qui menacent l'unité nationale, mais dans le cadre de la tension internationale qui existe. Et du même coup, les dirigeants du PNB sont amenés à quitter la France, sont condamnés sévèrement par contumace, et en 1939-40, certains d'entre eux sont en Allemagne. C'est le cas de Mordrel, c'est le cas de Beauvais. Depuis Berlin, Française de Beauvais écrit « Cette guerre a un sens pour nous Bretons. Elle détruira la France, elle mettra notre vieil ennemi à genoux, elle nous donnera l'occasion de relever notre patrie. » Et effectivement, les chefs du PNB reviennent avec les troupes allemandes fin juin 1940, peu de temps après l'occupation de la Bretagne. À peine arrivés en Bretagne, ils organisent une réunion le 3 juillet 1940 et décident de créer un conseil national qui doit servir de base au futur État breton. La réunion a lieu ici, dans la cour du château des Ducs de Rohan, à Pontivy. Celui-ci est occupé illégalement par Célestin l'Aîné et les prisonniers bretons qui ont été libérés d'Allemagne quelques jours auparavant. Il y a à peu près une centaine d'hommes dans cette cour, devant Mordrel, qui est en haut du perron, Française de Beauvais, évidemment, Marcel Guillès, donc tous les leaders du PNB d'avant-guerre. Cette réunion, évidemment, n'est pas du goût de tous les habitants de Pontivy. Une manifestation a lieu à l'extérieur. Le plus gros des manifestants était en bas, sur la route. Et les personnes qui sont venues pour parlementer avec les autonomistes sont passées par ici. La moindre des choses, c'est de dire qu'il y avait quand même du monde, et il y avait beaucoup de monde. Les habitants de Pontivy essayent de pénétrer à l'intérieur du château. Leur surprise est grande lorsque les Allemands interviennent en faveur donc, des autonomistes. Et un témoin déclare d'ailleurs que ces Allemands ont pénétré dans le château, donc par la porte d'entrée, l'un des hommes de l'Aîné faisait le salut hitlérien en criant à Hitler. L'attitude hostile de la population de Pontivy contre le PNB va se répéter dans plusieurs villes de Bretagne, car pour la majorité des Bretons,
toute collaboration avec l'occupant est inacceptable. D'ailleurs, des manifestations de rejet des troupes allemandes sont signalées dès 1940, comme les 133 hommes valides de l'île de Sein qui vont rejoindre les FFL, Forces françaises libres du général de Gaulle, au mois de juin, ou ces pêcheurs qui amènent les premiers agents gaullistes ou britanniques. La rencontre de Montoire entre Hitler et Pétain sonne le glas des espoirs des dirigeants du PNB. L'Allemagne entre en collaboration avec Vichy. Elle a moins besoin de l'aide des nationalistes bretons, isolés au sein de leur population. On se contentera, du côté de l'armée d'occupation, de laisser agir le PNB. On le protégera un petit peu, on l'aidera éventuellement financièrement, mais on ne le laissera pas aller jusqu'à supplanter les autorités françaises, c'est-à-dire jusqu'à supplanter les préfets de Vichy, par exemple. Et la direction du PNB s'est donc trouvée dans une impasse. De sorte que les dirigeants du PNB remplacent Mordrel par Raymond Delaporte. Alors, qui est une personnalité très différente. Raymond Delaporte et ses frères, donc les frères Delaporte, catholiques, alors que Mordrel se vantait d'être païen, conservateurs, qui ne refusent pas une certaine forme de collaboration avec l'Allemagne, mais au lieu de continuer de s'adresser à l'Allemagne qui fait la sourde oreille, ils dévient leurs revendications vers le gouvernement de Vichy essentiellement. Raymond Delaporte, qui s'était écarté de Mordrel en 37-38 parce qu'il trouvait Mordrel raciste, et notamment les articles dans Stur, notamment Racisme breton paru en 1937 dans Stur, contre lequel Raymond Delaporte et Hervé Delaporte s'étaient opposés. Eh bien en 1941, le voilà que Raymond Delaporte écrit dans l'heure bretonne des articles que n'aurait certainement pas renié Mordrel, qui s'appelle, le titre de l'article, « Il faut sauver la race bretonne de l'intérieur et de l'extérieur », où il développe les théories mordreliennes en juin 1941, quelques années après. On a le cas typique avec Raymond Delaporte de quelqu'un qui au départ n'était sûrement pas nazi, mais qui se trouve vraiment embringué, passez-moi l'expression, dans un système qui le dépasse et qui n'a pas le courage politique ni suffisamment de conviction idéologique pour s'y opposer. Mais il croyait tellement fermement, finalement, à cette place de la Bretagne dans une Europe que l'Allemagne était en train de bâtir, qu'il est resté jusqu'au bout. Il n'y a pas de contestation possible. Jusqu'au bout, les Allemands ont soutenu le PNB. Il y a plusieurs exemples. L'Andivisio en 1943. Là, le service d'ordre du parti, les Bagadousturm, emmenés par Jan Goulette, défilent dans l'Andivisio. Ils étaient une centaine. Ils ont défilé en uniforme à la sortie de la messe, un dimanche matin. Il faut imaginer la stupéfaction ou les réactions de la population de l'Andivisio, de voir ces jeunes gens habillés en noir avec les drapeaux. La population là aussi a manifesté, il y a eu des heurts, on leur a jeté des cailloux, les Bagadousturm ont chargé, il y a des rapports de police très précis. Les Allemands sont intervenus là encore pour tirer d'affaire les autonomistes bretons. La plupart des historiens estiment les effectifs du Parti national breton autour de 1500 à 2000 adhérents, dont 300 activistes qui n'hésitent pas à rendre de grands services à l'occupant. Le PNB demandait à certaines sections, à certains militants, de relever les noms des juifs ou des francs-maçons de leur localité. Il y avait un organisme qui s'appelait Secours sur Antez, ce qui veut dire branche de renseignement ou branche de sécurité. Et le travail de cet organisme consistait à relever les numéros de plaques d'immatriculation. Il fallait également relever les noms ou trouver les auditeurs de la radio de Londres. Et tout ça est noté. L'exécution des otages de Chateaubriand accentue encore un peu plus la coupure entre la population et les Allemands. Quelques notables bretons comme Yann Fouéré décident de jouer la carte du provincialisme du maréchal Pétain. Yann Fouéré est à ce moment-là un homme jeune qui n'a eu pratiquement qu'une action culturelle, ce qui est très bien, en faveur de la langue bretonne. Mais
qui du même coup n'est pas compromis, ni dans des actions de type activiste, et a fortiori terroriste, ni compromis même dans des prises de position politiques, et surtout pas par rapport à l'Allemagne. J'ai donc mené avec le journal quotidien La Bretagne une politique différente de celle du Parti nationaliste, ce qui n'empêchait pas qu'il y avait forcément des liens. Delaporte qui est venu me trouver et qui m'a dit « Tu te prépares à faire une politique différente de la nôtre, hein. Il serait bon tout de même que nous nous coordonnions un peu nos efforts. » Et ça se traduira par des démarches, en particulier un placet, c'est-à-dire un texte, une pétition adressée par les notabilités les plus prestigieuses qui ont accepté de donner leur nom, et ça va quelquefois très loin en Bretagne, placé adressé au maréchal Pétain, et sans jamais se poser la question de savoir d'abord si cette situation est durable et si on ne sert pas là de faire valoir à une politique antidémocratique, dangereuse, fasciste, hostile aux Alliés. Ces questions-là ne sont pas posées. Il fallait tirer parti, bien sûr, de sa volonté de rétablir les vieilles provinces françaises, etc. En février 1942, le préfet de Vichy, Kenneth, sensible à certaines aspirations bretonnes, forme un conseil consultatif de Bretagne composé de 22 personnalités bretonnes. Et puis voilà la photo officielle, au château de Rohan. Voilà le préfet régional, Kenneth. La duchesse de Rohan est là aussi. Et nous sommes tous là. Et vous êtes où? Je suis ici, là, quelque part. Je suis là. Là. Ah oui. Et l'abbé Perrotte est ici. Et nous avions quand même obtenu l'enseignement de l'histoire de Bretagne dans les écoles, l'ouverture du cours de breton, particulier. Oui, mais c'était de manière facultative. Oui, facultative, mais il fallait tirer parti justement de cette possibilité. Dans l'article éditorial dans lequel il présente ce comité consultatif pour la Bretagne, il dit nommément qu'il est hors de question qu'il soit désigné au suffrage universel, car le parlementarisme et la démocratie nous ont déjà fait tant de mal et qu'il n'est pas question que cela soit fait. Il reprend exactement les théories de Vichy sur la démocratie qui nous a fait tant de mal. C'est le langage de Pétain. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez pétainiste? Oh ben, tout le monde l'était. En 1940, quand les Allemands sont entrés en France, tout le monde l'était. Dans la Bretagne, le journal de Yann Foiré, dans le numéro 568 du 18-1 janvier 1943, un article « Les Juifs en Bretagne », signé Taldir Jaffrenou, où on peut lire « Il est intéressant pour nous Bretons, qui n'avons guère de Juifs parmi nous, et même pas du tout, et qui par conséquent ne comprenons pas très bien les raisons vitales qui ont obligé d'autres nations européennes à chasser les Juifs, il est intéressant pour nous de jeter un coup d'œil sur le passé et de chercher les traces du séjour des Juifs dans notre duché, car il y eut des Juifs en Bretagne, mais on prit des mesures contre eux. » Le problème antisémite, pour nous, c'était absolument pas un problème. Alors pourquoi écrire ce genre d'article dans votre journal? Ça, bon, il faut bien plaisanter un peu, je suppose. Comme toute la presse de l'époque, les journaux du mouvement breton s'affichent racistes et antisémites. Entre Vichy et le Reich, ces militants naviguent en eau trouble. Dans la Bretagne de demain, la race bretonne doit être protégée de l'extérieur, de l'intérieur. Nos adversaires s'étonnent que nous soyons si chatouilleux sur le chapitre de la protection de la race contre tout apport halogène douteux. Le petit nombre de nos youpins ne doit pas minimiser le problème. Nous ne pouvons adopter l'idée de l'unité raciale des Bretons, des Toulousains, des Berbères et des Congolais. La race bretonne doit être l'objet d'un contrôle rigoureux. Deutschland, en toi est l'esprit héroïque des chevaliers. C'est un honneur d'être attaché à toi par les liens du sang. Parmi ceux de ma race, il y a aussi des renégats.
Nous ne savons pas si tu seras vainqueur, qu'importe, je te salue comme un frère. Ce qui est étonnant, c'est qu'après Stalingrad, ils restent toujours sur les mêmes bases, ils sont partisans de la Grande Europe, l'Europe nordique, etc. Et après le 6 juin 1944. Ce qui est étonnant, c'est que dans la Bretagne de Yann Fouré au mois de juillet, on dénonce encore les garnisons nègres qui vont envahir la Bretagne pour aider les Juifs de la City de Londres. C'est incroyable. L'armée américaine est à 20 km de Rennes et on continue à écrire ce genre de choses dans la Bretagne et c'est la même chose dans leur Bretagne. De leur côté, des intellectuels de renom, comme Ropar Zemon ou Johan Drezen, cherchent à tirer parti de la situation pour développer la langue bretonne. Un officier allemand celtisant, Weisgerber, propose à Ropar Zemon de mettre en place des émissions de radio en breton, la langue étant jusqu'alors interdite sur les ondes. Weisgerber, also in ze bib danvis bib trimis. Et cousin d'Arailen présonné. Hag e selle just man e oa ket traoù a dreus gant eom ken. Met mem zo ken gantan da repedour chantul zo bet ken. Eus bet morsen bet trouz rag la kam ar evest da jom ep bon a dreus ken. Ar gounit e oa bet evidom kaout ar skingomz an e fele ket eom Bez a frezet ken. Evit Ropar Zemon michans oa un dra anat drema oa o stourm evit ar brezhoneg, evit ar yez hag evit ar vroat abaoe ar blavechou ugen. An drama oa un digarez dispar da lakad an traoù d'ave a guir, da lakad an muvreoù d'ave a guir, a da lakad ar vreiz savet barz e ben hag barz pennou en emzaverienal, en nationaliste dal, lakad ar vreizman d'ave a guir a da zon war an douar ma peus ran. Penado zo bet em manet war ar vor. Sonje meus bez e oa ur penad divar ben a yez, ur penad savet divar ben ar yez, savet gant de Johan Drezen. Pour des questions alimentaires, bien sûr, il est rentré pour travailler dans des journaux bretons de l'époque, les journaux qui s'appelaient La Bretagne, Arvor et L'Heure bretonne. Ces émissions sont surtout culturelles, mais elles deviennent parfois plus politiques, anti-anglaises et antisémites, comme ce texte de Johan Drezen publié dans Arvor. Où est la jeunesse de France, questionne Drezen, avant de répondre qu'elle est plus portée sur l'apéritif que sur les sports sains. Drezen en tire la conclusion que la France utilise une élite sportive qui n'est pas française et qu'elle n'a pas à en être fière. Mais en revanche, claironne Drezen, en Bretagne, où en sommes-nous? Grâce à Dieu et aux éléments de notre jeunesse, nous n'avons pas besoin d'étrangers pour donner de l'éclat à nos clubs. Les Bretons ont toujours du sang dans les veines et c'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance dans l'avenir de la race. Len ar rer ane o goudeze var ar vor penadou o klask laka var vel ez eus deus ur ouen e amman e breiz hag a zo disevel deus gwen a halawet hag a zo ouen tut mesket ka amman mokoet hag an draman zo un dra anat evit an dut ar poent-se. 5 ans après la libération, Ropar Zemon, installé en Irlande, écrira au sujet de son action pendant l'occupation. De 1940 à 1944, un vent de liberté souffla sur la Bretagne. Chaque vrai Breton put travailler sans être généralement inquiété et la vie intellectuelle fut florissante. Setu palav a Ropar Zemon ez eus bet de navel a frankis e ranker lavaret ez eo un navel a frankis var e vreiz der e unan a guireo. Pez e gwir ez eus deud var vel traoù nevez. Ur post radio, ur journal, ur seurt gwarnamant a ben entent ar vrazenman e ranker disparti a Breiz Ropar Zemon a Breiz tut poulfaouig pe kiribilbeus pe me warmek. Gant eus ur piou d'ar marese gant e forz pe sargelaouen
et Kavi. Un draik bena gamma gaun ja d'adreus a vechouk. Piou gant piou ne ket trao adreus ar marezo. Pan e fait ne ket pas ar phrasen adreus bestra e oret ober kemense adrous kien. Et kenebet adra. Reparsemont est mort en 1978 sans rien regretter. Sans rien regretter, comme si il était un peu autiste sur ce plan-là et qu'il n'était que dans sa tour d'ivoire, celtique et bretonne, j'allais dire, sans savoir qu'autour le monde existe. Dans cette Bretagne occupée de 1943, où les maquis se renforcent et développent des actions armées, un homme, très vénéré dans le mouvement breton, militant depuis 1905 pour la langue bretonne, devient la cible de la résistance, l'abbé Jan Vari Perot. Il a été beaucoup dit sur l'abbé Perot, là aussi, il y a eu un mythe. On l'a présenté comme un saint, il était déjà sanctifié de son vivant, ardent défenseur de la langue et de la culture bretonne, ne situant son combat que sur le terrain culturel et religieux. J'ai retrouvé certaines lettres quand même qui ternissent un peu l'image laissée par le saint homme. Il avait des idées bien arrêtées, politiques, antisémites comme l'était le clergé avant-guerre. C'est pas ça le plus grave dans son cas. C'était un vieux, il était nourri du fond de réactionnaire de l'Action française. Non, il a fait des courriers, des lettres au Journal de la Bretagne, à Yann Fouérier, qui sont très durs vis-à-vis des jeunes de Scrignac ou des réfractaires au STO. Il dénonce leur comportement, il est contre les Alliés, il est contre la radio de Londres, il est anticommuniste viscéral. J'imagine que s'il tenait ses discours en chair pendant la messe, ça n'a pas trop plu, ça n'a sûrement pas plu dans le bourg de Scrignac. L'abbé Perot avait rapporté, je crois, que la postière du Helgoat, pas passer les conversations, qui était communiste certainement, interrompait les conversations quand on parlait breton au téléphone. Nous étions pleins au préfet régional, M. Connait. Il nous a dit, c'est inadmissible, je vais faire une enquête. Et il avait proposé le déplacement de cette fonctionnaire à cause de cela. Alors, elle est venue confuse, si vous voulez, trouver l'abbé Perot. Et le brave abbé Perot a dit au préfet régional, non, il ne faut pas la punir, etc. Un autre événement accroît encore un peu plus les soupçons vis-à-vis de l'abbé Perot. En septembre 1943, Jan Brickler, responsable du PNB, est abattu par la résistance. On retrouve chez lui une liste de résistants, dont un habitant de la commune de Scrignac qui sera déporté. Cet homme était buraliste à Scrignac, donc il y avait... est-ce que je ne dirais pas que l'abbé Perot l'a dénoncé? Je n'en sais strictement rien, mais enfin il y a quand même il y a suspicion, quoi. Et cette liste étant tombée aux mains des résistants, il est fort probable qu'on en ait conclu que cet homme avait été dénoncé par l'abbé Perot. L'exécution de l'abbé Perot fin 1943 attise les tensions dans un PNB en pleine scission. Les ultras sont exclus du parti après avoir créé un groupe armé. Célestin Lenné baptise alors sa petite unité Bézen-Perot. Du point de vue des autonomistes, l'exécution de l'abbé Perot signifie pour eux, dans leur mentalité de l'époque, que si l'abbé Perot a été exécuté, ils peuvent penser que tous le seront. Oui, puisque pour un bon nombre d'entre eux, ils sentent qu'ils ont un engagement encore plus prononcé que l'abbé Perot du côté des autorités allemandes. Et par conséquent, Lenné en conclut que si Perot a été tué, lui le serait, et qu'il n'a plus qu'une solution, c'est se débarrasser des résistants bretons, de tous ceux qui le haïssent, en aidant les Allemands.
Il y avait donc des rafles qui se produisaient. Les Allemands venaient à ma recherche, évidemment, et fouillaient partout. Et une de mes sœurs, qui était cachée sur l'escalier, a entendu un type en uniforme allemand dire en breton à un autre c'est pas la peine d'écouter à fouiller par ici, celui-ci n'est pas assez bête pour laisser des traces de son passage à la maison. À ce moment-là, on est venu m'avertir qu'il y avait des Allemands qui parlaient en breton. C'est là que j'ai fait tout de suite, ça a fait tilt, attention, il y a une milice bretonne là-dedans, il y a des miliciens bretons qui servent en uniforme allemand. L'aîné va recruter dans les Bagadousstourm, alors que effectivement Delaporte comme Jan Goulet s'y opposent. Là, on assiste à une prise de distance de Delaporte et du PNB vis-à-vis de cette dérive de l'aîné et de Mordrel. Mais il était trop tard. Et effectivement, les Bagadousstourm ont servi de vivier pour certains membres de la formation Pérotte. Ils touchent un uniforme allemand, ils signent un engagement dans l'armée allemande, ils signent un contrat, donc ils sont rémunérés par l'armée allemande, ce sont des soldats allemands. Avec pour les autorités allemandes un avantage, c'est que normalement ces jeunes gens, ces jeunes Bretons connaissent le pays, connaissent peut-être la langue, sont capables donc de donner et d'obtenir des renseignements que les autorités allemandes elles-mêmes ne réussiraient pas à obtenir. Et nous avons décidé de faire un maquis là à Ploëzal, dans une zone qui était très boisée à l'époque, où on n'aurait jamais imaginé que quelqu'un vienne voir ce qui s'y passait. Alors on se pose encore la question, comment se fait-il que, peu de temps après qu'il a été créé, on a vu arriver donc ces fameux miliciens bretons. Il y avait donc des mouchards encore, quelque part. Ils ont ramassé des gars qui sont morts après, deux gars qui sont morts en camp de concentration, et un autre qui habite encore ici à Pontrier, qui en est revenu. Ici, en Ille-et-Vilaine, ils vont aller traquer le maquis de Brouallan, au nord du département. Et effectivement, 2 ou 3 membres de la formation Pérotte vont participer aux tortures, vont torturer des résistants. Ils ont beaucoup sévi sur le Morbihan. Certains parmi la formation Pérotte avaient une réputation de véritables brutes. Tous les patriotes qui ont été arrêtés, raflés, il était impossible de les exécuter au milieu du bourg, à Uzel ou à Bourbriac. Il y aurait eu des témoins, des bruits, ça s'entend. Donc ils ont été amenés ici, dans l'état qu'on imagine, et fusillés ici, au bord des fosses communes que l'on voit encore ici. Et on ne voit nulle part, sur les tombes n'apparaît nulle part, qu'en fait ils ont été aidés par la milice et par des soldats, enfin des Bretons, quoi, sous uniforme allemand. C'est l'aboutissement de ce qu'a été vraiment l'engrenage de la collaboration du mouvement breton avec les Allemands, puisqu'on est exactement 4 années après la déclaration de Pontivy, juillet 40, là nous sommes en juillet 44. Bon, évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame. Tous les adhérents du PNB, tous les militants du PNB étaient loin d'imaginer ce qui se passait. Rappelez-vous, en ce 6 juillet 1944, simulant une panne de voiture, des miliciens qui avaient pris cause et fait pour les nazis, l'occupant, se faisaient passer pour des résistants et ouvrirent le feu sur les 3 patriotes qui étaient hébergés chez les époux Antoine à la ferme de Saint-Tudy. Alors que la résistance se développe dans toute la Bretagne pour atteindre à la libération plus de 30 000 combattants, l'activité criminelle de la formation Pérotte, tout comme celle des autres groupes de miliciens français ou bretons, se poursuit bien au-delà du débarquement des Alliés en Normandie. À l'opposé de cette compromission totale, une quinzaine de jeunes du PNB de Saint-Nazaire vont entrer dans la résistance dès août 1943. Ils poseront les bases d'un maquis qui, quelques mois plus tard, atteindra près de 150 combattants. C'était un groupe très organisé, très discipliné et surtout très secret. C'est ce qui fait qu'on a pu évoluer en dehors des formations
politique habituelle, quoi. Il n'y a pas de doute que des jeunes militants du PNB, à partir du moment où ils ont été menacés par le STO, ont changé d'attitude, sans forcément rompre de façon spectaculaire avec le PNB. Et ce changement d'attitude a pu aller jusqu'à l'entrée dans la résistance. D'où l'émergence de petits groupes de résistants dont il ne faut pas nier la présence. C'était un travail de sabotage et puis de renseignement sur les effectifs, sur les cantonnements allemands dans la poche de Saint-Nazaire. Pour eux, c'est une sorte de combat pour la liberté. Et ils ont appelé leurs troupes les forces bretonnes de l'intérieur, comme les FFI et les FBI. Et donc leur groupe, ils l'ont appelé Dissual, Liberté. On est resté un moment dans la poche de Saint-Nazaire. Et ensuite, au mois de janvier 1944, sur ordre, on a quitté pour fonder à Nantes le bataillon de la poche de Saint-Nazaire. Et ensuite, on est parti en ligne sur le front de Plessé, sur le canal de Nantes à Brest. Plusieurs d'entre eux donc, ont été arrêtés par les nazis et sont morts en déportation. 2 membres du groupe, un 3e a été arrêté mais a pu être libéré par la fin des combats. Donc il y a quand même eu un tribut payé à la liberté. En 1945, la Bretagne fête la victoire mais pleure ses morts. 6500 victimes et plus de 3700 déportés, dont la moitié ne rentreront jamais. Pour autant, l'épuration à la libération n'a pas été plus dure en Bretagne qu'ailleurs en France. Elle n'a pas été plus répressive contre le mouvement breton que pour les autres mouvements collaborationnistes français, malgré plusieurs exécutions sommaires. Quelques 600 militants seront inquiétés, puis souvent libérés. 200 d'entre eux seront jugés par les tribunaux. On compte plusieurs condamnations à des peines d'indignité nationale, accompagnées d'interdictions de séjour en Bretagne, quelques peines de prison et une vingtaine de condamnations à mort, dont 8 seront exécutées. On nous avait conseillé par le comité d'épuration, quoi, qu'il valait mieux qu'on quitte la Bretagne pour un certain temps. Hein. C'est une lettre officielle. Hein. Patistroem da Vreiz, da variar vacances ou à tout, pour dire perag ne ziom ket aveva e Breiz, hag eo a belaredeon, ben chilaou de dat, a zo bet difenet outan, chom war douar Breiz, pikechu. A ne zemo a goulenet, vel just me perag eo bet difenet outan, ne ki reiz, quoi. Hag belaredeon, ben pa oa an dut o stourm e Breiz, evit ar brezonek, pe evit ar vro, pe evit ar zevenadur, a tout, in bet kondanet ol, da penons, da chom et ervro. Bon, ma zo bet barnet, a zo bet condamnet, donc on l'a casé et brezoneg, dans l'indignité nationale, pas de nebet blaioù, donc et droit kin davon d'azer et listal, mais c'est là et tout. Pez a oa nebeut a dra e gurion e da housse. C'est une manige bet d'un nemzalch kaletor sur oar evije bet kastiz et kaletorié, quoi. Évidemment, il a eu quelques soucis, mais après avoir passé quelque temps, il a été arrêté au camp de Marguerite. Et après avoir passé 3 mois, je pense, oui, il a passé 3 mois, il a été libéré sans autre forme de procès. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de non-lieu, il n'y a rien eu du tout. Vous savez, les tribunaux à l'époque n'avaient pas tous les documents qu'on a aujourd'hui. Les systèmes de communication ne fonctionnaient plus, le téléphone marchait pratiquement pas. C'était la désorganisation complète. Faire des dossiers d'instruction dans de telles conditions, on jugeait avec ce qu'on avait, et sur la bonne mine des témoins ou de ce qu'on pouvait recueillir comme information. Par contre, ici, comme tous les dossiers sont remontés en les recoupant,
Je peux vous assurer que certains militants bretons, et je pense à certains même que j'ai connus, s'en sont très très bien tirés, très bien tirés. On mentit, mais effrontément, effrontément. Et on a les preuves aujourd'hui. Je suis parti, parce que je savais que la condamnation était faite d'avance. Ça, c'est pas de doute. Mais je ne suis pas parti de chez moi, je me suis réfugié ailleurs, pour me protéger physiquement. Yann Fouéré, comme la plupart des dirigeants nationalistes bretons, va s'exiler en Irlande. Certains, comme Yann Goulet, Raymond Delaporte, Reparsémont, y resteront. Célestin Lenné, après sa fuite en Allemagne, se réfugie au Japon et Ollière Mordrel en Argentine avant de rentrer en Bretagne dans les années 80, juste avant de mourir. Yann Fouéré, lui, choisira de revenir en Bretagne dans les années 50 pour y poursuivre son combat. Je suis revenu après, quand il y a eu les premières lois d'amnistie. Alors à ce moment-là, j'ai été acquitté. À la Libération, l'enseignement de la langue bretonne est à nouveau interdit, et pour beaucoup l'image de Breizh Atao égale collabo. Dans les familles de militants nationalistes, le silence s'installe et la mémoire devient sélective. Je me souviens que il a effacé tout ça. C'était un sujet qui devenait dont on ne parlait plus. Mazad n'est comme ce quitte de se marier à Brésil. De maison, j'ai une habitude de prendre ganto da, disons, j'ai une équipe, mais d'Oberentroch, quand pèse no bit bevet pas da Brésil à Valer, puis que me trouve une habitude pour en avoir quand c'est. C'est de maison, je n'ai fait les kédians. Merka ar vugal e ganze. Hag diwarze, an dud damzonj hag ave gwellor justement komz eus an dazon, a chomep komz eus an amzer dremenet. A ne damalin morse deo bezagret seurt trao, peguir e oa regri evito marteze. Je dirais que, pour le défendre quelque part, que c'était dans l'esprit de l'époque, les gens écrivaient, se laissaient aller, se contrôlaient pas suffisamment bien, puis ils se laissaient aller à des verbes, c'est pas bien. Moi, j'en ai ressenti beaucoup de malaise quand j'ai été après adulte et que j'étais militant politique. Num kebit zavet gant endin wa gwenelur, wa ene per Josefien, wa zeret war Evro et Pkin et nekeze tammebit. Stourmerien e oan memestra, met morse nen djebe c'hoan ober liam gant penons a re a oa e pen bro l'Allemagne d'ar mareze. Se ouzon mat. Ne oa ket e venochou. Je pense que les gens acceptent de parler du passé aujourd'hui, mais il y a aussi le problème que pas mal de militants d'aujourd'hui, relativement jeunes, ont des parents qui ont participé à la période de la guerre. Et donc, c'est toujours un petit peu lourd à porter, quoi. Même s'ils n'y sont strictement pour rien. Je crois qu'il y a un peu le problème familial, d'hériter. La vérité, elle va se faire au détriment de gens d'aujourd'hui qui n'y sont pour rien, quoi. Pendant de nombreuses années, l'histoire du mouvement breton dans la Deuxième Guerre mondiale est très peu connue, à peine étudiée. La recherche historique sur l'Emzao pendant la guerre n'a commencé que dans les années 70. À partir du milieu des années 60, le mouvement breton s'inscrit dans la défense des droits de l'homme. Avec la création de l'UDB en 1964, il va s'ancrer majoritairement à gauche. Pourtant, l'héritage du passé reste parfois difficile à assumer. Il y a une partie des anciens qui ont repris du service après, et y compris des anciens qui avaient fait carrière dans le camp de la collaboration. Yann Fouéré, qui a joué la carte de Vichy, a repris aussi du service en fondant le mouvement pour l'organisation de la Bretagne en 1957. Je crois qu'il est quand même avéré que les idées qui sont mises en avant au nom de l'identité bretonne aujourd'hui sont très largement des idées humanistes et de progrès. Il y a effectivement en Bretagne, comme dans toutes les sociétés malheureusement, des éléments extrémistes, d'extrême droite, qui fondent leur discours sur des idées d'exclusion, mais tous les observateurs objectifs
de la réalité politique et culturelle bretonne savent que ces éléments-là sont ultra minoritaires. En 1998, une violente polémique se développe à l'occasion de 2 colloques qui sont organisés à la mémoire de Repart-Sémon et de Johan Drezen, sans faire référence à leur comportement pendant l'occupation. Et puis, des nécrologies d'anciens militants nationalistes apparaissent, indiquant pour Alan Eusaf, ancien du Bezen-Perrot, qu'il avait été blessé en Allemagne sans dire qu'il était du côté des Allemands, ou pour René Lehir, ancien milicien, qu'il s'est exilé après la guerre à cause de son action en faveur de la Bretagne. Je trouve que ne pas avoir rappelé pourquoi ils étaient en exil, par exemple, c'est tout de même inacceptable. C'est par le silence, c'est finalement trahir un élément fondamental de leur biographie. On ne va pas à chaque fois qu'il va y avoir un ancien de la Bezen-Perrot ou autre qui décède, faire un article en disant oui attention il était au Bezen, etc., etc. Mais c'est humain ça. Je dirais que c'est pas aux amis de ces gens-là de le faire. J'avais été voir un éditeur breton. Peu de temps après, il m'a fait savoir qu'il voulait bien qu'on me publie sous réserve que j'enlève tout le paragraphe où j'informais sur le comportement des Brézatao pendant la guerre. Voilà. Alors, ma réponse immédiate a été évidemment, je dis niet, non. Je ne veux pas que l'on enlève une seule ligne de ce que j'ai écrit. Alors du coup, refus de publier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma plus belle plume et j'ai adressé une lettre à tous les parlementaires du département, titre « Ai-je encore le droit d'être breton ?» Finalement, les mémoires de Désiré Camus seront publiées intégralement par Skolvreis, un autre éditeur breton. La polémique se poursuit en 2000 après la publication d'une bande dessinée sur l'histoire de la Bretagne accusée d'être révisionniste. Cette même année, après de longues discussions, un collège renonce à porter le nom de Repart-Sémon. Donc ces personnages sont peut-être importants, effectivement, et ça semble être le cas de Repart-Sémon pour la littérature bretonne, la langue bretonne, mais on ne peut pas occulter une face de ces personnages, et on ne peut surtout pas, nous semble-t-il, les porter en exemple, et à la jeunesse, puisqu'il s'agissait de nommer un collège. Ce débat-là, je n'en conteste pas forcément la légitimité, mais ce que je reproche à ceux qui l'ont mis en avant, c'est de ne pas l'avoir replacé dans le contexte de la société politique française. Savoir s'il est scandaleux qu'un établissement scolaire porte le nom de Repart-Sémon, il est d'autant plus scandaleux qu'une université à Lyon porte le nom des Frères Lumière. Il faut pousser la logique jusqu'au bout et considérer qu'aucune institution publique en France ne doit porter le nom de qui que ce soit qui a pu se compromettre avec les autorités d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Hag bremañ pez a gavan torpen eo sorte doareo da virout tous a labour avec grit bremañ d'avant varok. Je crois qu'il faut effectivement faire très clairement, très précisément la dissociation chez certaines personnalités de cette époque-là, qui ont pu être écrivains, entre l'œuvre de l'auteur et son comportement en tant qu'homme, éventuellement comme militant politique. C'est trop facile de dire que ça a toujours été formidable, l'histoire bretonne. Non. Il y a des pages noires de notre histoire qu'il faut regarder pour mieux appréhender, bien sûr, le présent et puis l'avenir, pour mieux marquer la différence entre ce qu'est le mouvement breton aujourd'hui, qui est dans ses grandes lignes à 95% très éloigné quand même de ce qui était la réalité dans les années 40, et pour faire la part des choses. Moi en tout cas je souhaite que demain on enseigne l'histoire de la Bretagne aux enfants en Bretagne, sans rien cacher, aucune page, et s'agissant de la période de la Seconde Guerre mondiale, enseigner aux enfants très clairement ce qui s'est passé, y compris le fait que des hommes qui prétendaient agir au nom de la Bretagne se sont compromis avec l'idéologie nazie. Ces gars-là seraient venus nous voir à ce moment-là, on a dit d'accord les gars, venez avec nous. Bien sûr. Et ils auraient été ils auraient été les caïds à la libération. Ils auraient eu la possibilité justement peut-être de faire valoir leurs idées, de pénétrer beaucoup plus parmi les gens. Mais bien sûr, ils ont loupé une occasion formidable et ils ont fait reculer d'un nombre d'années
considérable la prise de conscience justement de l'identité bretonne qu'ils voulaient faire pénétrer parmi les gens.